Vous écoutez Criminel 2.0, épisode 4. Marc Karpelès, 4e partie. Mt. Gox a utilisé aussi visiblement des banques américaines Éric Larchevêque, pour garder des valeurs en dollars. directeur de la Maison du Bitcoin. Et le gouvernement qui faisait un petit peu la chasse au Bitcoin à cette époque-là, parce qu'ils avaient compris qu'il se passait pas mal de choses avec cette monnaie, a tout simplement saisi les fonds liés à Mt. Gox, puisqu'il opérait sur le territoire américain sans licence. Il n'y a aucun doute sur le fait que Marc a été dépassé à tous les niveaux. L'Empire vacille mais ne s'effondre pas. Pas tout de suite, en tout cas. 6 mois plus tard, le 7 février 2014, la plateforme ferme brutalement. Ce jour-là, impossible d'y accéder. Les clients sont bloqués. Ils ne peuvent ni revendre, ni retirer leur Bitcoin. Ils ont suspendu les échanges, Ken Shishido, ils ont suspendu les retraits et tous les dépôts. Mt. Gox ne communiquait aucune information Kim Nielsen, et personne ne savait ce qu'il se passait. ancien investisseur dans Mt. Gox. On imaginait le pire. Peut-être que tout l'argent avait disparu, et ce fut le cas. Silence radio. Mt. Gox ne publie aucune information officielle. Le site internet reste inaccessible et Marc Karpelès semble avoir disparu. Il disparaît, il est submergé par, je pense, l'ampleur de l'événement. Pierre Alonso, journaliste à Libération. Parce qu'il est à la tête de tout ce qui est devenu une grosse entreprise et il est peut-être pas armé pour faire face à une situation de crise. Après une semaine sans réponse, les clients paniquent. Le 14 février, cette vidéo fait le tour d'Internet. Ce client a plus de 300 bitcoins coincés chez Mt. Gox, soit environ 300 000 $. Il vient de Londres pour confronter le baron du bitcoin. Où sont mes bitcoins? Vous les avez encore? Sourire en coin, Marc semble en dehors de toute réalité. Paradoxalement, il est étrangement calme. Dans cette situation de crise, Marc s'est renfermé dans son monde. Il n'acceptait pas la gravité de certaines situations. Thomas Glucksmann, ancien employé de Marc Karpelès. Et le fait qu'il n'acceptait pas cette gravité me pousse à penser qu'il ne comprenait pas ce qu'il se passait, qu'il était dans un autre monde, dans son monde. Le 28 février 2014, 21 jours après la fermeture du site, Karpelès réapparaît enfin, entouré d'une armée de conseillers. Il a troqué son t-shirt geek pour un costume cravate et s'apprête à faire des excuses publiques. Dans un cérémonial tout en repentance à la japonaise, devant les médias du monde entier, Marc sort enfin du silence. Je suis absolument désolé de causer tant d'ennuis à toutes les personnes concernées. Les 750 000 bitcoins que nos utilisateurs nous avaient confiés ont presque tous disparu. Il annonce officiellement la disparition de 850 000 bitcoins, soit 500 millions de $, à l'époque. Les fichiers cryptés ont disparu des serveurs de Mt. Gox et sont introuvables. Selon lui, il aurait été piraté par des cybercriminels. Il a ce sentiment d'avoir perdu Julien Laglace, un combat face aux hackers. meilleur ami de Marc Un Karpelès. combat qu'il avait déjà depuis plusieurs années, vu qu'il subissait des attaques depuis le début de Gox. Mais oui, là, peut-être qu'ils ont peut-être été trop forts à ce moment-là. Il y a un peu un sentiment de viol, de vol et de viol. Oui, c'est son système qui a été pénétré et qui a été détruit. À partir de cette annonce, Mt. Gox est mise en faillite. Commencent alors de longs mois d'enquête judiciaire pour comprendre ce qui s'est passé. Est-il vraiment victime d'un hacking? Très vite, les premiers doutes s'installent. Certains spécialistes, comme Kim Nielsen, soupçonnent Karpelès d'avoir détourné ses bitcoins. Ce qui est reproché à Marc Karpelès, c'est qu'il a manipulé les chiffres des échanges. Kim Nielsen,
ancien investisseur dans Mt. Gox. Par exemple, il aurait pu changer des chiffres sur les comptes, vous voyez. Les autres charges contre lui, c'est qu'il aurait pu tout simplement voler cet argent et l'utiliser pour autre chose que sa société. D'autres pensent qu'il a tout simplement menti sur les liquidités de Mt. Gox. Les 850 000 bitcoins disparus n'auraient en réalité jamais existé. On est là face à ce qu'on appelle un Ponzi. Éric Larchevêque. Un système de Ponzi où on va payer les retraits avec le dépôt des derniers arrivants. Dès que quelqu'un voulait faire un retrait, eh bien probablement Marc attendait que quelqu'un fasse un dépôt, hop, et payait la personne qui faisait le retrait avec. Et tant que le bitcoin continuait de monter, tant que les gens continuaient d'arriver, ça fonctionnait. Pour ses proches, le jeune homme est incapable d'une telle escroquerie. Même après la fermeture de Gox, il travaille toujours pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il aurait pu gagner beaucoup plus d'argent sur du long terme que 500 millions de dollars en une fois. Il aurait pu rester jusqu'à la fin de sa vie à gérer MT Gox pendant des années, et quitte à le revendre avec une plus-value extraordinaire au bout de 10 ans. Si vous aviez 400 millions de dollars dans votre poche, est-ce que vous resteriez sur place? Est-ce que vous n'allez pas plutôt vous foutre dans un paradis fiscal ou un endroit qui soit exempt d'extradition? Moi, je pense. Vous resteriez pas sur place à quémander du travail? Pendant 1 an, Marc est laissé en liberté. Il coopère même avec la police japonaise. Mais au milieu de l'été 2015, l'ancien patron sent le vent tourner. Il travaille normalement le vendredi. Il y avait énormément de journalistes dehors, plus que d'habitude. Il y avait une rumeur comme quoi il pouvait se faire arrêter, mais cette rumeur, on l'avait déjà entendue à peu près 3 semaines auparavant. Où il y avait aussi beaucoup de journalistes qui traînaient et il ne s'était rien passé. Le 1er août 2015, Karpelès est arrêté. Casquette vissée sur la tête, un t-shirt trop serré enfilé à la hâte, le jeune homme n'a plus rien d'un baron. L'image fait le tour du monde. À 9000 km de là, Anne Karpelès apprend très vite l'arrestation de son fils. C'est une amie qui m'a téléphoné le soir même, puis qui m'a dit t'es au courant pour Robert, pour Robert, parce qu'on l'appelle Robert ici en France. Et je lui ai dit de quoi? Il vient d'être arrêté. Quoi? Marc est accusé par la justice japonaise d'avoir détourné 1 million de dollars. Il reste en garde à vue prolongée pendant 6 semaines avant d'être placé dans cette prison sous haute surveillance. C'est une petite cellule avec un lit, une table, une chaise, filmé 24 heures sur 24. La lumière n'est jamais éteinte. Il a le droit de sortir 1 heure par jour, encadré par 5 gardiens. On l'a mis à l'isolement. Gilles Riedel, ancien patron de Marc Karpelès. C'est-à-dire que je trouve que ça paraît vraiment incroyable. On dirait qu'il représente un danger pour la société, pour le monde entier. Je pense que c'est plus important pour lui d'être privé de connexion que de priver donc de liberté. C'est-à-dire qu'il a une double peine. On l'a mis en prison et on l'a donc déconnecté. Pour lui, c'est insupportable. Il est toujours détenu dans ces conditions extrêmes, en attendant que l'enquête de la police soit terminée. De sa cellule, coupé du monde et de son ordinateur, il se réfugie dans ses souvenirs. Ces derniers temps, faute d'avoir mieux à faire, je tente de m'y retrouver dans mes souvenirs, bons ou mauvais. A priori, j'ai une mémoire basée sur l'espace et les emplacements, et cela m'aiderait beaucoup dans cette quête de savoir où j'ai passé ma vie de 0 à 10 ans. Peut-être qu'avec le nom des endroits et les dates, il serait possible de remettre de l'ordre là-dedans. Les souvenirs sont limités, mais divers, ce qui me laisse penser que j'ai dû participer à pas mal de choses. Marc fait ce qu'il sait faire de mieux, plonger dans une autre réalité. À force d'être emprisonné puis d'être dans une situation intolérable, il accepte la situation intolérable pour qu'elle devienne tolérable. Ça me donne envie de tout casser, mais c'est pas une solution. Voilà. En février 2021, l'affaire est encore en cours. La détention de Marc Karpelès a pris fin en juillet 2016. Il a été acquitté des charges de détournement de fonds et d'abus de confiance. Mais en juin dernier, il a été condamné à 2 ans et demi de prison avec sursis pour falsification des données informatiques de son entreprise.
Vous venez d'écouter Criminel 2.0. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.